Il y a, en région parisienne, un lieu tenu secret. Au premier abord, une ferme qui ressemble à toutes les autres. Pourtant, sous les hangars, ces vaches au nombre de 29 n'ont rien d'ordinaire. Il s'agit d'un troupeau unique au monde. Ce sont des clones. Alors, sont-elles les belles? Et des chercheurs français veillent attentivement sur elles. Donc vous voyez ici Aurore, la bleue du Bas-Jougé, donc qui elle a été clonée en 2002. Ensuite là-bas on a toute une série de clones, donc issus d'une vache donneuse appelée 5538. Et donc on a des clones, on a une trentaine de clones qui sont issus de ce génotype. C'est comme si c'était des jumeaux, des triplés, des quintuplés, des xtuplés. Des clones. On n'en avait pas entendu parler depuis 1997. Souvenez-vous, son prénom est entré dans l'histoire. Elle s'appelait Dolly. Première mondiale réalisée par des scientifiques écossais qui ont réussi à créer un clone d'animal adulte, à savoir une brebis de 7 mois. Dolly n'est pas un mouton banal, c'est un clone, la copie conforme de sa mère. Elle se ressemble trait pour trait. Depuis Dolly, d'autres clones ont été conçus par des chercheurs, comme ces vaches qui sont des copies génétiques les unes des autres. Des animaux de laboratoire sur lesquels en France, seule l'expérimentation scientifique est permise. Mais ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis ou au Brésil, une production commerciale de ces clones a été autorisée. Et surtout, leur consommation. Ils vont être les pères des steaks. Mais qu'en est-il en Europe? Mangeons-nous de la viande clonée sans le savoir? Vous pensez que les consommateurs européens ont déjà pu en manger? Je serais surpris du contraire. Je serais vraiment très surpris du contraire. Avons-nous les moyens de l'éviter? Les clients qui achètent votre lait, ils savent qu'il provient de descendants de clones? Non. Non. Le fait de ne pas informer le consommateur, c'est ça qui est illégal. Du clone au menu donc, mais pas seulement. D'autres animaux sont génétiquement modifiés pour améliorer leur performance. Et eux aussi pourraient envahir nos cuisines, comme ces saumons transgéniques. Ces deux poissons ont le même âge. Celui du bas est sauvage et celui du haut est génétiquement modifié. Ces innovations sont-elles une avancée ou font-elles courir un risque à l'homme? Sommes-nous à l'aube d'une révolution dans nos assiettes? Notre enquête commence au Brésil. Deuxième producteur de viande bovine au monde, le pays compte des milliers d'élevages répartis sur des espaces gigantesques. À quelques kilomètres de São Paulo, Ricardo parcourt avec fierté l'étendue de sa propriété. Nous avons environ 6000 bêtes et sur cette ferme-ci, il y en a plus ou moins 1000. Tout au fond, là, c'est les génisses. Elles sont en gestation. Et de ce côté-ci, nous avons nos principaux taureaux. Ricardo élève des taureaux d'exception. Le meilleur d'entre eux, Diago. Une bête de concours jamais égalée et surtout très rentable. Voilà une photo de Diago. Il avait une génétique très intéressante, une ossature impressionnante et une musculature exceptionnelle. C'était le taureau le plus rentable pour nous, grâce à la vente de sa semence. Du sperme revendu à d'autres éleveurs pour inséminer leurs vaches et qui lui a rapporté 300 000 €.
Mais en 2007, son taureau fétiche disparaît. Pour préserver son patrimoine génétique, Ricardo a une idée, le faire cloner. Et c'est un succès. Voici Cyclone, la copie conforme de Diago. Aussi massif que l'original. En réalité, ça a fonctionné du premier coup. On a obtenu 2 embryons, 2 clones sont nés. L'un est mort au bout d'une semaine et l'autre a survécu. Le clone de Diago, Cyclone. Avec son clone, Ricardo peut donc continuer à vendre de la semence, mais aussi des descendants en chair et en os. Eux, ce sont les fils et filles de Cyclone. Ils ont environ 30-35 jours de vie. Et ils seront les parents des futurs steaks que nous mangerons. Pour faire cloner son taureau, Ricardo a fait appel à une société à l'activité un peu particulière. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde. Celle installée au Brésil a exceptionnellement accepté de nous recevoir. Je viens voir José Pontes. Elle nous a fait pénétrer dans les secrets de ses éprouvettes. Dans ce laboratoire de biotechnologie, on réalise des milliers d'embryons bovins grâce à la fécondation in vitro. Et depuis 7 ans, José Pontes, le directeur, a diversifié son activité. Il propose désormais aux éleveurs du pays de cloner leurs meilleures bêtes. 150 clones sont déjà sortis de son laboratoire. Cela commence par une manipulation très simple. Il suffit de prélever un bout de peau sur l'animal que l'on veut cloner. Et pour cela, le laboratoire fournit tout le matériel. Donc, on prend cette kit-là, et ici, il y en a tout que les propriétaires ont besoin pour faire la récolte de la biopsie. Ici, c'est la biopsie. Ça, c'est un petit morceau de la peau de l'animal qu'on utilise pour faire le clonage. Donc, à partir de ce morceau ici, on peut faire 2, 3, 4 animaux. On peut faire combien d'animaux qu'on veut. Donc, il n'y a pas de limite. Replongeons un instant dans nos cours de biologie. Chacune de nos cellules contient de l'ADN. Celui-ci caractérise toutes les informations d'un être vivant. Il va déterminer si une vache sera claire ou foncée, avec des taches ou une queue touffue. Cloner, c'est reproduire à l'identique de l'ADN. Un copier-coller que l'on peut réaliser à l'infini. Pour cela, pas besoin de spermatozoïdes, car il n'y a pas de fécondation. Il suffit de vider un ovule de son ADN et de le remplir avec l'ADN recueilli sur l'animal que l'on veut cloner. Une manipulation délicate que seule une poignée de scientifiques sait réaliser. Ensuite, grâce à un choc électrique, les cellules se reprogramment et se multiplient pour devenir un embryon. Donc ici, on peut voir des milieux de culture pour les cellules. Et ici, les embryons qui sont en train de développer. Il y en a combien? À peu près une quinzaine d'embryons. 15 embryons approximativement. 15 embryons. Hop. Ces embryons sont ensuite placés dans des vaches porteuses. Le jour de notre tournage, il y en a une trentaine, toutes en gestation d'un futur petit veau cloné. Les nouveau-nés doivent ensuite rester 3 mois sous surveillance avant d'être envoyés chez leur propriétaire. Il faut faire un peu d'attention parce que s'ils sortent,
peut se contaminer avec des bactéries et le système immunitaire n'est pas prêt encore pour se défendre. Donc, ce sont des animaux des valeurs très hautes. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention spéciale. Car ces animaux valent cher. José Pontes facture chaque clone 25 000 €. Sur 15 embryons fabriqués, seuls 3 donneront naissance à des veaux viables. La technique du clonage n'est pas toujours efficace. Ce ne sont pas tous les animaux qui ont fait la reprogrammation de la façon parfaite. Donc, il y a des animaux qui ont des petits problèmes. Donc, malformation, oui. Ces animaux qui ont des malformations, qui ont quelques problèmes, normalement, sont des animaux qui ont une semaine maximum de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a des vétérinaires ici, pour donner l'attention et tout ça. Des fausses couches, des malformations, des morts précoces qui posent question à un certain nombre de scientifiques. C'est le cas de Christoph Tenn, un chercheur allemand qui dénonce le manque d'éthique de ce type de pratique. Beaucoup de ces clones ont un corps trop grand. Ils sont trop larges pour venir au monde de façon naturelle. Leurs organes sont aussi trop grands. Et cela crée des perturbations, par exemple, au niveau du foie ou de leurs reins. C'est pareil pour leurs articulations. Ils ne peuvent pas se mouvoir normalement. La cause, c'est sans doute une anomalie de la régulation génétique. Quand vous placez un noyau dans une cellule, cela crée des perturbations épigénétiques et peut donc engendrer de nombreux symptômes. Donc on ne sait pas vraiment au final quelle souffrance cela va causer sur les animaux. Mais il y a beaucoup de risques qu'ils soient malades ou qu'ils meurent à la naissance. Des questions éthiques qui n'ont pas empêché le Brésil d'autoriser le clonage à des fins commerciales. Et ce n'est pas le seul pays dans ce cas. Aujourd'hui, on peut faire cloner ces bêtes en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Corée, en Chine, au Canada et surtout aux États-Unis. Ici, au pays du steak, certains en ont fait un business particulièrement lucratif. En plein cœur du Kansas, Don Coover a repris le ranch familial, avec pour ambition de se développer grâce aux nouvelles technologies agricoles. Il possède déjà une dizaine de clones, tous provenant de vaches cotées dans le milieu de l'élevage. Ces vaches-là, ce sont 4 clones. Ici, ce sont 2 clones d'une même vache, Jézabel et Annabelle. Ça aussi, c'est un clone. Et derrière les 2 vaches, là, ce sont des clones. Les 3, en fait. Tous proviennent du même animal. Cet ancien militaire est un défenseur de la première heure du clonage. Une technologie d'avenir selon lui. Croyez-moi, cela va se répandre. En ce moment, nous sommes à l'aube d'une révolution biotechnologique pour les 2 ou 3 décennies à venir. Et cette technologie va devenir beaucoup plus commune. Elle va révolutionner la vie des gens. J'en suis sûr. L'intérêt du clonage pour Don, le voici. Deux fois par mois, ces vaches passent sur la table d'opération. Avec le vétérinaire du ranch, Don prélève ce qu'elles ont de plus précieux à ses yeux, leurs ovules. 5 en moyenne par vache. Les points noirs, ce sont des follicules. Vous pouvez voir là l'aiguille qui pénètre dans le follicule et qui aspire le liquide à l'intérieur. Ce liquide contient donc les ovules. Don va les isoler pour fabriquer des embryons en réalisant des fécondations in vitro. L'opération est particulièrement rentable. Un embryon de clone lui coûte 200 € à fabriquer pour un prix de revente de 1 000 €.
On le fait pour des vaches spéciales, des vaches d'élite. Et les clones sont des vaches spéciales? Oui, sinon vous ne dépenseriez pas autant d'argent pour les fabriquer. Et les clones, ils sont plus rentables que des vaches normales? Oui, certainement. 2 fois plus rentables? Oh non, bien plus que ça. Bien plus que ça. Et il y a beaucoup de demandes pour des embryons de clones? Il y a beaucoup de demandes pour de bons embryons surtout. Et avoir la possibilité de cloner une vache permet d'avoir plus de bons embryons à disposition. Tout le monde s'en fiche que ce soit des clones. Ils regardent surtout la qualité de l'animal. Donc c'est juste une technologie supplémentaire pour pouvoir produire plus de génétique de qualité. Dans ces cuves d'azote, Don conserve ainsi des centaines d'embryons de clones. Voilà à quoi ressemble la paillette. L'embryon est là, au milieu. Mais son business ne s'arrête pas là. Il garde aussi des milliers de paillettes de sperme de taureaux clonés, envoyés par des clients et qu'il se charge de revendre. Vous en avez déjà vendu beaucoup? Oui, des dizaines de milliers d'unités de semences, des dizaines de milliers de veaux. Donc il y a déjà des dizaines de milliers de descendants de clones dans la chaîne alimentaire? Oui, sans hésiter, et depuis des années. Des clones et leurs descendants qui finissent dans les assiettes des consommateurs américains. Mais ils ne seraient pas les seuls à goûter du steak cloné. Vous pensez que les consommateurs européens ont déjà pu en manger? Je serais surpris du contraire. Je serais vraiment très surpris du contraire. Ce que je veux dire, c'est que même s'ils essaient de ne pas en importer des États-Unis ou bien d'autres pays où le clonage est pratiqué et la technique autorisée, à mon avis, ce n'est pas possible que certains n'y soient pas arrivés. Qu'en est-il réellement? En Europe, où le clonage est pourtant interdit, mangeons-nous de la viande de clone sans le savoir? En 2010, l'affaire est passée assez inaperçue. Un éleveur écossais avait pourtant importé des embryons de 2 taureaux clonés, achetés auprès d'une société américaine. Nous avons découvert que ce cas n'était pas isolé. Une source nous a fourni ce document. C'est la fiche d'identité d'un taureau américain nommé Revenge. On y trouve des informations sur ses caractéristiques physiques, mais aussi sur sa généalogie. Et sa mère, Black Rose, était un clone. Le sperme de Revenge n'a pas été vendu qu'aux États-Unis. Il a aussi traversé l'océan Atlantique pour arriver jusqu'en Suisse. Pourquoi avoir importé de la semence d'un descendant de clone en Europe? L'importateur n'a pas souhaité nous accorder d'interview. Nous sommes donc allés à sa rencontre en caméra cachée. On va le faire. Hein. Franchement, j'ai pas vraiment envie de prendre position sur ça. Vous, comme vous avez été concerné directement. Ouais, mais on a fourni quelques doses qui étaient sur... Vraiment, c'était nous, on n'a rien fait, je veux dire. Mais à l'époque, vous le saviez? Oui, on le savait, bien sûr. Oui. Et ça n'avait pas posé de problème? Non, en fait, c'est des clients qui nous ont demandé d'avoir... Parce que la vache était super intéressante, donc le clone, ils se sont dit que c'était la même chose. Et puis... Si un éleveur vous redemandait, vous le feriez? On fera la même procédure, on demandera une fédération si c'est possible, si on peut faire ce service, parce qu'on est une société qui ont... Puis voilà, hein, je veux dire, c'est pas à nous d'aller mettre des limites et des choses comme ça, c'est pas à nous de faire la police. Je veux dire, après, aujourd'hui, voilà, à part la partie éthique, voilà, après... Merci quand même, dépassé. La semence de ce taureau a ainsi été vendue à plusieurs éleveurs. Et Revenge a eu plus d'une centaine de descendants directs dans toute la Suisse. Nous avons retrouvé la trace de l'un d'eux. Dans cette ferme isolée, perchée à flanc de montagne, Stéphane Wyss élève une vingtaine de vaches laitières. Il y a quelques années, il a acheté Mahagon, un fils de Revenge.
Ça, c'est la fiche d'identité de Mahagon. Il y a toutes les informations sur ce taureau. Et son père, c'est donc Revenge. Oui. Vous saviez à l'époque que c'était un descendant de clone? Oui, je le savais. Mais le taureau était bon. L'animal était en bonne santé, donc cela ne me posait pas de problème de l'acheter. Depuis, son taureau est décédé. Mais la descendance de Revenge occupe encore son étable. C'est celle-là. Elle donne encore du lait? Oui, elle donne du lait. Et elle a aussi une fille. La voici. Ivana. Donc c'est la petite fille de Revenge. Oui, c'est ça. Des descendants de clones dont Stéphane tire chaque jour le lait. Là-dedans, vous mélangez le lait de toutes les vaches? Oui. Donc aussi celui des descendants de clones. Oui, c'est ça. Du lait qui est ensuite transformé en fromage ou en yaourt et vendu localement. Et vos clients, ceux qui achètent votre lait, ils savent que ce sont des descendants de clones? Non. Non. Et pourquoi ils ne le savent pas? Pourquoi est-ce que je devrais le dire? Pour moi, elles sont comme toutes les autres vaches de l'étable. Vous pensez que ça sert à rien de le dire? Non. C'est pas comme si toute mon étable ne contenait que des clones. Et il y a plein d'autres personnes qui ont des clones. À l'époque, il n'y a pas eu que mon taureau Mahagon. Et aujourd'hui, c'est devenu mondial tout ça. Ça n'existe pas que dans la toute petite Suisse. C'est mondial. Des descendants de clones en Suisse, en Écosse et peut-être ailleurs en Europe. Est-ce légal? Nous avons découvert qu'en réalité, il n'y a aucune réglementation spécifique sur ce sujet. En Europe, la technique du clonage est interdite à des fins commerciales. Mais rien n'encadre juridiquement les importations de viande ou de semences clonées. En 2011, la Commission européenne propose une directive sur ces nouveaux aliments. Elle souhaite autoriser leur importation au nom du libre-échange. Le Parlement européen, lui, qui doit se prononcer sur le texte, envisage alors une solution pour permettre plus de transparence vis-à-vis du consommateur. La Commission était contre la technique du clonage, mais pour l'importation des descendants d'animaux clonés qui peuvent venir du Brésil, d'Argentine, des États-Unis. Et le Parlement, lui, il est contre le clonage, mais il est, par rapport à l'importation, pour l'étiquetage. C'est-à-dire que le consommateur est roi en Europe. Et on estime que le consommateur a le droit de choisir s'il mange une viande clonée ou pas. Une traçabilité à laquelle la Commission s'oppose. Quand les tractations prennent fin, John Dalli, le commissaire européen à la santé de l'époque, annonce l'échec des négociations entre la Commission et le Parlement. Tôt ce matin, après plus de 11 heures de négociations et malgré tous les efforts faits par la Commission, un accord n'a pas pu être trouvé sur la réglementation portant sur les nouveaux aliments. Résultat, en Europe, la commercialisation de semences et de viande issues du clonage n'est ni autorisée ni interdite. Un vide juridique entoure aujourd'hui la question. La Commission, elle est complice de ce vide juridique à l'heure actuelle. Le fait de refuser l'étiquetage, le fait de ne pas informer les consommateurs, c'est ça qui est illégal. Et au Parlement, on demande à la Commission, par rapport à cette directive sur la nouvelle food, justement, que l'étiquetage soit acté. Mais imposer un étiquetage est-il bien réaliste? Quelle est la traçabilité du clonage chez nos importateurs de semences et de viande? Aux États-Unis, sur le ranch de Vancouver, quand un veau naît, il obtient un nom ainsi qu'un numéro d'identification enregistré dans un fichier national. Et quand il s'agit d'un clone,
des règles supplémentaires peuvent s'appliquer. Quand on enregistre ce genre d'animal, avec certaines races, on le désigne comme étant un clone. Et en plus de son nom et de son numéro d'identité, on ajoute un petit chapeau là, qui précède le numéro. Un clone peut aussi être identifié par les initiales ETN, pour transfert d'embryon nucléaire. Mais il n'y a en réalité aucune obligation à le faire. Tout est basé sur une démarche volontaire de l'éleveur. Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer comme un clone. Par exemple, j'ai une vache blanche, Philly. Elle n'est pas enregistrée. Et j'ai besoin de le dire à personne. J'ai besoin de dire à personne que c'est un clone. Et personne ne le saura. Il n'y a pas de traçabilité nationale. Donc personne ne sait que tel veau vient de telle ferme, vendu à un tel, puis un tel, puis un tel. Il n'y a donc aucune obligation légale de déclarer un clone. Et qu'en est-il si un éleveur décide de le faire? Peut-on pour autant suivre sa trace jusqu'en Europe? Pour le savoir, nous retournons au Brésil, un des pays pionniers en matière de clonage. C'est aussi le premier exportateur de viande bovine au monde. En Europe, nous en achetons chaque année 100 000 tonnes. C'est près de la moitié de nos importations. Dans cet abattoir, on abat 800 vaches par jour, dont la viande est notamment destinée à la France. À leur arrivée, chacune d'entre elles porte un numéro d'identification fixé à l'oreille. Puis les bêtes sont abattues par l'eau et les carcasses mélangées avant d'être découpées. Là, c'est une des découpes qu'on envoie vers l'Europe, du filet mignon de bœuf. Voyez le filet. Et ici, le numéro d'identification de chaque animal se perd. Donc là, on ne sait pas quel animal est découpé. On connaît seulement le groupe. Oui, seulement le groupe, le lot. Normalement, il y a 50 animaux par lot en moyenne. Donc on peut connaître le nom de la ferme qui a livré ce lot, le nom du propriétaire. Mais l'identité de l'animal, nous ne la connaissons que jusqu'à l'entrée en désossage. Après le désossage, on perd l'identification de l'animal. Imaginons qu'il y a un animal issu de clones. On ne peut pas le savoir? De quoi? De clones. De clones? Ah non, non. On peut pas savoir? Non. Une fois découpés, les morceaux de viande se retrouvent dans ces cartons, en partance pour l'Europe. Ici, nous avons les produits pour le continent européen. Et les informations obligatoires imposées par l'Union européenne se limitent à ce document. Là, nous avons toutes les informations sur l'expéditeur. Après, nous indiquons le destinataire et les informations sur le type de marchandise. Donc là, c'est de la viande désossée et maturée. Ce jour-là, c'est un lot pour le marché de Rungis, en région parisienne. Rien sur ce document ne permet donc d'identifier individuellement les animaux contenus dans ces cartons. Impossible de savoir si des clones ou leurs descendants s'y sont glissés. Et ces marchandises se retrouveront dans quelques jours sur les étalages des supermarchés et des bouchers français. Un manque de traçabilité qui met à mal toute volonté d'étiquetage. Mais le problème va bien au-delà. Car les clones et leurs descendants seraient déjà dans les pâturages français. Marion Quintard est spécialisée dans la Prime Holstein, une race laitière. Son lait sert à fabriquer des fromages vendus dans toute la France. 80% de son cheptel est issu de reproducteurs américains et canadiens. Ça, c'est une très grande premier veau, justement, qui est issue d'un taureau canadien. Donc voilà, canadien. Là, vous avez aussi du canadien. Là, c'est un taureau maison qui était un taureau de la maison. Là, vous avez un taureau américain qui s'appelle Shuttle.
Ce qu'on aime, nous, c'est des grandes vaches, c'est une morphologie extrême, peut-être trop extrême d'ailleurs pour certains, mais nous, c'est les vaches qui nous font plaisir et qui nous font vibrer. Donc en fait, on a été rechercher au Canada et aux États-Unis ce type de vache. Chaque mois, pour inséminer ses vaches, elle commande des doses de semences qu'elle se fait livrer directement depuis ses pays de prédilection. Donc là, c'était une paillette canadienne qui est du taureau, un jeune taureau en ce moment qui est intéressant, qui est le taureau contrôle. Voilà. Une paillette qui lui aura coûté une 50aine d'euros et un simple clic pour la commander. Marion choisit ses taureaux sur catalogue en fonction de critères bien précis. De la largeur du bassin à la hauteur des pattes. Elle maîtrise tous les indices inscrits sur le pédigré d'un animal, sauf un. Vous savez ce que ça veut dire, ETN? Du tout, du tout. C'est quelque chose que vous avez déjà vu Jamais. Jamais, et en plus jamais fait attention. Nous lui apprenons que ce sigle permet d'identifier un clone. Est-ce que vous auriez pu être amené à penser à acheter ce genre de semences sans le savoir? Ah bah complètement, puisque de toute façon, Manoman étant connu, honnêtement, Manoman 2, ne faisant pas la différence, honnêtement, on me propose du Manoman 2. À partir du moment où les index correspondent à mon profil de sélection, alors complètement, oui. Combien d'éleveurs ont-ils pu introduire des descendants de clones dans leurs élevages? À Bruxelles, la Copa-Cogeca, qui représente les intérêts des éleveurs européens, a mené son enquête. Alors sur les semences, et encore une fois, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a pas de traçabilité très stricte sur les importations, donc on les estime peut-être à hauteur de 2%. Mais encore une fois, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. D'accord, donc il y a déjà 2% de semences de clones qui sont éparpillées dans les élevages européens. Qui ont pu être alors utilisées dans les élevages européens, dans des centres de sélection, dans différents endroits. Un chiffre qui pourrait être supérieur, car en France, la traçabilité des bêtes n'est pas toujours certaine. C'est ce que va nous montrer Marion Quintard. Dans l'Hexagone, quand un veau naît, il doit être obligatoirement enregistré dans un fichier national. Sur cette page-là, je vais lui attribuer un numéro. Donc le veau va avoir un numéro, ça c'est une obligation. Je vais indiquer le sexe de ce veau-là, sa date de naissance. Mais rien n'oblige l'éleveur à déclarer le père, c'est-à-dire l'origine de la semence. Une option permet de l'éviter au moment de la déclaration dans le registre. Vous indiquez simplement que vous ne savez pas, NSP, et puis à ce moment-là, c'est pas un souci. D'accord, donc c'est-à-dire qu'un veau peut naître de père inconnu. Ah oui, tout à fait, oui. Donc ça veut dire que si un éleveur, par exemple, importe de la semence de clone et qu'il ne veut pas le déclarer, il n'est pas obligé de le faire. Non, il n'est pas obligé de le faire. Mais alors, si nous sommes contraints de manger du clone sans le savoir, y a-t-il un risque pour la santé ? L'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, a donné son avis. Une étude à laquelle ont participé les chercheurs de l'INRA. On a testé la composition du lait, la composition de la viande, la croissance des animaux, la santé des animaux, etc., leur système immunitaire, l'âge à la puberté, leur capacité à se reproduire. Sur toutes les études que nous avons faites, nous avons montré qu'il n'y avait pas de différence entre les produits des animaux clonés et non clonés. Donc il n'y a pas de danger sanitaire. Des conclusions rassurantes, qui ne sont pourtant pas partagées par l'ensemble de la communauté scientifique, à l'image de Christoph Tenn, le chercheur allemand. Il y a des incertitudes. Quand vous intervenez dans le noyau des cellules de ces animaux, vous combinez des éléments qui ne peuvent pas toujours être combinés. Par exemple, le système immunitaire de ces animaux pourrait être affecté. Et cela pourrait développer des virus, des bactéries ou d'autres composés actifs qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine. Cela pourrait donc mener à la transmission de maladies de l'animal à l'homme par la chaîne alimentaire. Des conséquences lourdes sur la santé humaine qui restent donc encore en suspens.
Pendant ce temps, sans bruit, les clones sont déjà entrés dans nos cuisines. Et ce n'est peut-être qu'un début. Dans le secret des laboratoires, on crée aujourd'hui des animaux d'un genre nouveau. Vous connaissiez les OGM, vous allez découvrir les AGM, pour animaux génétiquement modifiés. Des poulets résistants à la grippe aviaire, des cochons fluorescents qui n'attraperont jamais la fièvre porcine, mais aussi des vaches qui produisent du lait maternel humain. Des inventions qui dépassent l'imagination. Et l'un de ces mutants pourrait bientôt se retrouver dans nos assiettes. Depuis 1989, une firme américaine, Aquabounty, met au point un saumon transgénique qui peut grandir au moins 3 fois plus vite qu'un saumon normal. Pour les créer, la société a ajouté dans leur ADN le gène d'une autre espèce de poisson, une anguille de roche, ainsi que celui d'un saumon appelé chinook. Ces gènes permettent d'exprimer plus fortement une hormone de croissance. Pour comprendre l'intérêt de ce poisson, nous avons sollicité la société. Elle a refusé de nous rencontrer. Nous consacrer du temps ne serait pas productif. Un laboratoire de recherche a, lui, accepté de nous recevoir. C'est le seul au monde à élever aussi des saumons transgéniques. Direction Vancouver, à l'extrême ouest du Canada. Robert Devlin travaille pour le ministère des Pêches et des Océans. Dans ses bacs, il fait grandir des millions d'œufs de ce saumon mutant. La mission de ce chercheur, observer l'évolution et les répercussions environnementales de ce saumon transgénique en le comparant à des saumons sauvages. Son premier constat est imparable. Ici, nous avons un bassin avec des saumons argentés. Ils ont un peu moins d'1 an. Si on introduit un peu de nourriture, on observe qu'ils agissent typiquement comme un poisson sauvage. Ils sont effrayés par moi, alors que je m'approche du bassin car ils me considèrent comme un prédateur. On remarque qu'ils se concentrent au fond. Ils sont serrés les uns aux autres. Ils font cela pour minimiser leurs risques individuels. Enfin, ils ne sont pas très intéressés par la nourriture. Si on compare ces animaux à ceux génétiquement modifiés qui sont là dans ce bassin, vous pouvez voir 2 choses. La première, c'est que les saumons transgéniques ne sont pas concentrés ensemble. Ils bougent beaucoup plus rapidement. Et quand la nourriture est approvisionnée dans le bassin, ils sont beaucoup plus intéressés et se jettent dessus. Donc il y a une forte transformation de leur comportement à travers le processus de modification génétique. En cause, l'hormone de croissance qui modifie leur cerveau et les incite à manger 3 fois plus qu'un saumon sauvage. Après 8 mois de croissance, le résultat est édifiant. Ici, on a 2 saumons argentés. Celui du bas est sauvage et pèse environ 10 grammes. Et celui du haut est génétiquement modifié et l'hormone est surexprimée. Il pèse environ 350 grammes. Et ces 2 poissons ont le même âge. Donc ça montre clairement comment la modification génétique agit sur la croissance de ces animaux. Quels sont les risques si ce saumon hors norme se retrouve dans la nature? Les tests réalisés par Robert Devlin ne lui permettent pas encore de tirer des conclusions certaines. Dans des conditions simples, avec peu de prédateurs et beaucoup de nourriture, le poisson génétiquement modifié a un avantage très prononcé. Mais dans d'autres conditions, où il y a beaucoup de prédateurs, mais peu de nourriture disponible, c'est le saumon sauvage qui a l'avantage.
En fait, comme on ne maîtrise pas vraiment toutes les conditions qui existent dans la nature, aujourd'hui, les études dont nous disposons ne sont pas encore suffisantes. On ne peut donc pas prévoir ce qui arriverait si ce poisson génétiquement modifié devait s'échapper dans l'océan. Un manque de recul que Robert Devlin et son équipe ont pointé dans un rapport transmis aux autorités canadiennes. Le risque sur les populations de saumons sauvages y est décrit comme élevé. L'impact sur la biodiversité, lui, est inconnu. Malgré ces incertitudes, en 2003, l'État a autorisé Aqua Bounty à s'installer dans l'est du pays, sur une île isolée. Derrière ces grilles, la firme fabrique des œufs de saumon. Une installation qui présente de nombreux risques, selon cette militante écologiste. C'est dans un endroit reculé. La seule sécurité, c'est cette grille et les caméras. Des activistes locaux nous ont dit qu'ils avaient trouvé des résidus assez conséquents dans les eaux usées qui ne devaient pas s'y trouver. Donc le risque, c'est qu'un œuf de poisson puisse lui aussi passer à travers. S'il se retrouve dans les eaux canadiennes, les saumons transgéniques entreraient en compétition avec le saumon sauvage canadien pour la nourriture et l'habitat. Or, il reste très peu de saumon sauvage et il se trouve juste à côté de l'installation d'Aqua Bounty sur l'île. Donc c'est un risque réel ici au Canada. Elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Nous nous sommes procurés des mails échangés par d'autres scientifiques, mandatés par le gouvernement américain. Et eux aussi sonnent l'alerte. Je pense vraiment que le risque qu'il s'échappe est immense. À mon avis, il y a une incertitude sur ce qui arriverait si les animaux modifiés génétiquement venaient à se mélanger aux espèces sauvages. Peut-être qu'il ferait bien de revoir Jurassic Park. Des doutes, des questionnements qu'Aqua Bounty tente de contrer avec ses propres études. Sur son site internet, chaque question y trouve sa réponse, positive. Notre structure se trouve dans les terres et permet donc de réduire l'impact sur les côtes. Cela élimine ainsi la menace de maladies qui pourraient contaminer les fermes d'élevage et les poissons sauvages. Des études poussées ont montré que notre saumon ne pouvait pas s'échapper de notre structure et donc ne pouvait pas se reproduire dans la nature. Le but, convaincre la FDA, l'autorité américaine de sécurité alimentaire, d'autoriser la commercialisation de ce saumon transgénique. Des expertises truquées, selon une ONG de consommateurs aux États-Unis. Les études qui ont été faites sur le saumon d'Aqua Bounty sont très faibles. Par exemple, quand ils ont étudié les anormalités des poissons, ils ont d'abord retiré des analyses tous les poissons qui étaient justement anormaux. En plus, les résultats dont on dispose proviennent tous de la compagnie elle-même. Donc évidemment, cela crée un conflit d'intérêts. Quand toutes les études scientifiques proviennent de ceux qui ont un intérêt financier dans l'histoire. Sa crainte, que l'autorisation de ces saumons d'un nouveau genre n'ouvre la porte à d'autres demandes du même type. De mon point de vue, c'est l'industrie de biotechnologie dans son ensemble qui essaie de créer un précédent pour le premier aliment issu d'un animal transgénique. Si la FDA donne son accord sur ce saumon, alors tous les animaux biotechnologiques à venir seront soumis au même processus de réglementation qui est à mon avis trop faible. Et ils seront commercialisés sans suffisamment de recul. À ce jour, aucun État n'a autorisé la commercialisation de ces saumons transgéniques. Mais d'autres animaux mutants sont, eux, déjà dans la nature. Au Brésil, depuis plusieurs mois, se déroule une expérience inédite. Elle a lieu au nord du pays, dans la petite ville de Jacobina. Plusieurs fois par semaine, des nuées d'insectes envahissent les faubourgs de la ville.
Ce sont des moustiques transgéniques. Et c'est la première fois au monde que des animaux génétiquement modifiés sont relâchés au milieu des populations. Je peux mettre la main dedans? Regarde ce qu'ils me font. Il t'a rien fait, le moustique? Non. Rien du tout? Non. T'as pas eu peur? Non. Si ces moustiques n'effraient pas les habitants, c'est qu'ils sont censés éradiquer la dengue. Une maladie mortelle qui se transmet par ces insectes. Ici, au Brésil, depuis le début des années 2000, 7 millions de personnes ont déjà été contaminées. Les biologistes commencent par relâcher les moustiques transgéniques dans les quartiers périphériques de la ville, les plus pauvres et aussi les plus touchés par la maladie. On a pris en considération plusieurs facteurs, comme par exemple l'isolement du quartier. Et progressivement, nous allons libérer les moustiques dans toute la ville, quartier par quartier. Alors, comment ces moustiques peuvent-ils mettre un terme à l'épidémie de dengue? La technologie a été mise au point par la société britannique Oxitec. Au Brésil, elle est installée près de São Paulo. Dans ces locaux hermétiques, une pouponnière de moustiques transgéniques. Ils sont élevés ici par millions. Tous appartiennent à l'espèce Aegypti, celle dont les femelles transmettent la dengue. Donc ici, c'est la salle où on produit les œufs. Vous pouvez voir les cages où ils sont fabriqués. Elles sont remplies de femelles. On a un ratio de 4 femelles pour un mâle pour pouvoir optimiser la production d'œufs. Vous voyez ici, c'est un mâle et là une femelle. Le mâle est plus fin, plus petit. Donc on les nourrit 2-3 fois par semaine avec du sang. Ça, c'est du sang de mouton. Les femelles en ont besoin pour produire les œufs. C'est pour ça qu'elles nous piquent. Nous en faisons d'ailleurs les frais avec celles qui ont pu s'échapper de la cage. Ah, elle s'est nourrie sur vous. Les œufs sont récoltés pour faire éclore les larves et les trier par genre. Ce qui intéresse les biologistes, récupérer les mâles. Ils ont été génétiquement modifiés. On a injecté dans leur ADN un gène provenant d'une mouche, un gène mortel qu'ils vont transmettre à leur descendance. Donc ces moustiques mâles vont faire ce qu'ils savent faire de mieux. Ils vont trouver une femelle sauvage, celle qui transmet la dengue. Ils vont s'accoupler avec elle, leur donner leur sperme, qui contient la modification génétique. Et donc tous leurs bébés vont hériter de ce gène mortel. Et quand ils vont commencer à éclore, ils vont mourir au stade de larve. Ils ne deviendront jamais adultes et donc ils ne pourront jamais transmettre la maladie. Les larves mourront systématiquement et la population de moustiques sera ainsi éradiquée. Mais le procédé fonctionne-t-il? Tous, au Brésil, ne voient pas ces expériences d'un bon œil. José Maria Ferraz, expert en agrobiologie, a toujours milité contre l'autorisation accordée par le gouvernement brésilien à la société Oxitec. Pour lui, la nature n'aime pas le vide. L'éradication des moustiques aegypti aura forcément un impact sur l'écosystème. On sait très bien en écologie. Quand vous diminuez une population, il y en a une autre qui va prendre sa place. Dans ce cas ici, les moustiques des localités voisines vont se déplacer. Et il existe une autre espèce de moustique tropicale, le moustique tigre. Et lui aussi transmet la dengue. Alors, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il va occuper l'espace libéré par les moustiques transgéniques. Pour cet expert, le principe de précaution n'a pas été respecté. Et cela risque de mettre en danger la population. Ce sont des cobayes humains. Il n'y a pas d'autre explication. Pourquoi ça n'a pas été fait en Californie, par exemple, qui a aussi des problèmes de dengue? Parce qu'il y a plus de sécurité là-bas.
Donc il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. On ne sait pas comment cela va affecter les populations. En attendant, Oxitec poursuit son expérimentation. Et les résultats seraient prometteurs. Une fois par semaine, l'équipe de biologistes évalue l'impact de ces moustiques transgéniques. Dans plusieurs maisons du quartier, des pots remplis d'eau sont placés dans l'ombre pour attirer les femelles. Elles viennent y pondre leurs œufs. Nous vérifions combien de larves sont issues de moustiques transgéniques et combien sont sauvages. Pour l'instant, c'est positif. Le nombre de moustiques sauvages a baissé de 92% dans ce quartier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'œufs. C'est bon, le quartier est libéré. Louisa et ses collègues espèrent éradiquer la population de moustiques égyptiens en 6 mois, dans toute la ville de Jacobina. Animaux transgéniques, clones, ces mutants réservent encore leur part d'ombre. Pour certains, ils sont le symbole de l'avenir, du progrès scientifique. Pour d'autres, les risques sur l'environnement et la santé humaine imposent de prendre du recul. En attendant, profitant de vides juridiques, peu à peu, ces animaux d'un genre nouveau s'immiscent dans nos vies, transformant le consommateur en cobaye humain. À quel prix ?